Ici Karima Brick, soyez là dans un instant pour cette grande première de cette nouvelle saison de Mise à jour. Bonsoir tout le monde, Karima Brick avec vous en direct des studios de MaTV. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Mise à jour dans un format d'1 heure. Alors au cours de la saison, vous aurez droit à plusieurs surprises, nouveaux plateaux, nouveaux collaborateurs et dès ce soir, on vous propose vraiment tout un menu d'émissions. En entrevue, Richard Bergeron, candidat à la mairie de Montréal, sera là avec nous pour notre segment En route vers les élections. En table ronde, on va se demander si Montréal doit avoir sa propre charte des valeurs. Et je vous présenterai mon entrevue avec le ministre Bernard Drinville. Donc, je vous présente ça un petit peu plus tard. Et on va faire le point aussi sur la bouffe de rue, ce qui s'est passé cet été, si ça continue. Mais pour commencer, on va parler campagne électorale municipale avec notre fidèle collaborateur et journaliste au Journal de Montréal, Jean-Louis Fortin. Bonsoir, Karima. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Ça fait toujours plaisir de te retrouver toutes les semaines. Ben oui, absolument. On se revoit comme ça chaque semaine. Ben oui. Tu vas suivre pour nous toute l'actualité. Et là, il y a beaucoup de choses sur la table avec cette campagne électorale municipale. Dieu sait qu'il y a des choses. On ne peut pas s'empêcher d'en parler cet automne. C'est vraiment le sujet, la campagne électorale. La dernière fois, c'était déjà en 2009. On a l'impression que ça fait pas si longtemps, mais 4 ans quand même se sont écoulés et tellement d'eau a coulé sous les ponts. Hein. On avait un parti majoritaire, Union Montréal, qui n'existe même plus aujourd'hui. Donc, c'est assez spectaculaire. Absolument. Il y a 4 candidats présentement qui se démarquent. Les gens en ont entendu parler sûrement. Denis Coderre, Évidemment. qui était député fédéral très, très connu. Ça a pris beaucoup de temps avant que finalement Oui. il annonce officiellement sa candidature, mais là, effectivement, il est bien présent. Effectivement. Et sur les réseaux sociaux et aussi, évidemment, sur la rue, un peu Une partout. fois le striptease politique terminé, il s'est entouré d'une équipe surtout composée, il faut le dire, d'anciens d'Union Montréal. Après de la moitié de ses candidats. Ses adversaires voient ça comme un boulet parce que, évidemment, avec ce qui s'est passé avec Union Montréal, tout ce qu'on a entendu à la commission Charbonneau, c'est sûr qu'avoir des candidats d'Union Montréal, ça ne donne pas nécessairement bonne presse, même si M. Coderre assure que tous les gens dans son équipe n'ont rien à se reprocher. Ça, c'est important de le souligner quand même. Denis Coderre, par contre, comme tu l'as dit, est très populaire sur les réseaux sociaux, jouit d'une grande notoriété, donc ça va l'avantager. Face à celui qui est considéré peut-être comme son principal adversaire, c'est-à-dire que du côté des partis plus traditionnels, Marcel Côté, le candidat plus du milieu des affaires, donc il a l'appui. Un nouveau menu, oui, c'est ça de le dire, un nouveau venu sur la scène municipale, C'est ça. finalement. Il s'est associé avec Louise Arel sous une forme de coalition. Ce qui est bien dans le cas de Marcel Côté, c'est qu'il a vraiment réussi à aller chercher des appuis un petit peu partout jusqu'à maintenant. Avec un candidat, par exemple, comme Marvin Rotran, qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir s'associer avec plus les francophones de l'Est de Montréal qui amènent habituellement, par exemple, Louise Arel. Donc, c'est une coalition qui est hétéroclite, mais qui semble fonctionner. Par contre, Marcel Côté n'a pas tout à fait le charisme de Denis Coderre, par exemple. C'est ça. Et là, il y en a un qui est là depuis un bout Oui. de temps. Ça fait 8 ans qu'il est dans l'opposition, Richard On Bergeron. pourrait l'appeler le vétéran des candidats à la mairie, C'est ça. Richard Bergeron, avec Oui. un parti qui est encore très jeune, un parti qui est dynamique, un parti surtout avec des idées qui tranchent par rapport à ce que souvent les autres nous proposent. Un exemple, c'est le tramway. Hein? Alors que les autres candidats disent ça n'a pas d'allure, c'est trop cher. Richard Bergeron, lui, défend ça mordicus. Mais Richard Bergeron et Projet Montréal, c'est un parti qui est concentré surtout au centre de ville. Hein? Le plateau, un petit peu Rosemont, peut-être une percée dans le centre-ville, mais on voit mal encore comment cette formation-là pourrait aller plus vers Anjou, vers Montréal-Nord, vers La Salle. C'est pas encore clair comment ils vont répondre aux besoins des Montréalais dans ces secteurs-là. On va devoir surveiller justement au cours de sa campagne, au cours des prochaines semaines, comment il va essayer d'élargir le territoire. Et justement, ça va être à surveiller. Et une autre nouvelle venue qu'on connaissait un petit peu, qui a fait quelques apparitions dans l'espace public, Mélanie Joly. Cette spécialiste des communications, du marketing, qui a réussi quand même à créer un petit buzz, je dirais, avec sa campagne, surtout sur les médias sociaux. Apporte un vent de fraîcheur à cette campagne, mais il faut bien le dire, elle n'a pas l'organisation, les équipes, le réseau de donateurs, par exemple, que les 3 autres formations peuvent avoir. On peut penser que c'est un désavantage. D'un autre côté, il y a déjà des candidats. Moi, je pense, il y a quelques années, à André Boucher, qui était devenu mairesse de Québec avec une campagne presque pas de moyens. Donc, on ne sait jamais. Hein. À quoi s'attendre aussi. Par contre, Mélanie Joly, ses idées, j'ai hâte de les entendre. On n'a pas encore beaucoup de concret sur la table. Oui, bon, c'est encore une fois à surveiller. Ouais. Il y a des candidats moins connus très rapidement. Il y en a quand même, ça va les de indépendants. l'éditeur Michel Burrier à Hérois-Léger. On a même Kofi Sonopkon, un expert en aéronautique
aéronautique d'origine sénégalaise, excusez-moi, togolaise. Togolaise. Et donc, on a presque une dizaine de candidats, des plus connus, moins connus. Il y en a même qui sont déjà désistés. Donc, la campagne vient de regardez, commencer. pour les indépendants, Oui. on va faire une émission éventuellement sur les indépendants. Donc, pour ceux que ça intéresse de Oui. savoir, mais qui d'autres se présentent? On a évidemment peut-être des figures qu'on voit un peu plus souvent, mais ça, on va faire une émission dans quelques semaines là-dessus sur les indépendants. Et parlons des principaux enjeux, parce qu'il y en a, évidemment, on parle de gouvernance, on parle des transports. Qu'est-ce qui revient? C'est sûr qu'on ne passe pas à côté de l'éthique. Hein? Ça fait 2 ans presque qu'on entend parler de la commission Charbonneau à tous les jours. Puis on a l'impression que c'était un enjeu de la dernière élection aussi, hein, avec tous les scandales d'Union Montréal. 4 ans plus tard, on parle encore d'éthique. Donc, les partis promettent tous de laver plus blanc que blanc. Est-ce que ça sera le cas? Bien, c'est l'avenir qui va nous renseigner là-dessus. On va parler aussi de transport. À Montréal, on sait que les ponts sont à refaire. Le transport en commun nécessite des investissements massifs. Qu'on pense aux différents prolongements du métro. C'est sûr que les partis devront prendre position là-dedans. Certains l'ont déjà fait. Le SRB P9. Mais plus généralement, toute cette grande problématique, comment on se déplace dans la région de Montréal, c'est-à-dire est-ce qu'on privilégie, est-ce qu'on mise tout sur les transports communs comme Richard Bergeron? Est-ce qu'on adopte une attitude un peu plus large comme Denis Coderre? On va parler de développement urbain aussi dans cette campagne électorale. Il y a encore des endroits de Montréal qui restent à développer. Oui, le secteur de l'hippodrome, oui, aussi, par c'est vrai. exemple. Et tantôt, j'allais dire avec Richard Bergeron, on va certainement parler de tout ça. Oui. Ça, des fameux quartiers qu'il veut développer. Puis en terminant, peut-être des shows de lutte à prévoir. Là, il y a différents quartiers. Qu'est-ce qu'il faut surveiller, Moi, je Jean-Louis? surveille beaucoup. Bien, sur le plateau, avec Danielle Lorrain, l'actrice, évidemment, qui va dans le fief de Luc Ferrandez. Et ça, c'est pas gagné d'avance pour Luc Ferrandez, qui polarise beaucoup l'opinion publique. Il y a des gens qui sont en amour avec lui, puis il y a des gens qui le détestent pour mourir. Oui, ça va dans les deux sens. Donc, ça va dans les deux sens. Guy Ryan, fils de l'ancien maire Yves Ryan, dans Montréal-Nord. Ça, c'est très intéressant, candidat de Marcel Côté, qui va aller tenter de défaire Denis Coderre dans son fief électoral depuis des années. Richard Bergeron qui tente une percée également dans le centre-ville de Montréal parce que lui se présentait sur le plateau, puis là maintenant il essaie dans Saint-Jacques, dans Ville-Marie. Donc ça va brasser de ce côté-là. Oui. On va suivre tout ça et tu vas suivre tout ça pour nous, évidemment. Ça va être sûrement passionnant. Oui, merci beaucoup Jean-Louis. À la semaine prochaine, bien sûr. Nous, on était mairesse de Montréal. Ce qu'on ferait, c'est qu'on changerait le système de transport en commun. Je finirais vers 3 heures du matin pour que peut-être qu'il y ait moins de danger dans les rues. Qu'on puisse sortir tard sans danger également, puis qu'on puisse rentrer à l'école en sécurité le lendemain. Moi, c'est ce que j'ai tellement j'ai apprécié la famille que ça l'aide, ça facilite. Oui, au cours des prochaines semaines, on sera aux premières loges ici à Mise à jour pour couvrir la campagne électorale municipale. Donc, chaque semaine, je vais recevoir un candidat à la mairie de Montréal. Et ce soir, donc, dans le cadre de ce segment En route vers les élections, il brise la glace. J'ai le plaisir de recevoir Richard Bergeron, candidat à la mairie de Montréal. Et bien sûr, chef de projet Montréal, équipe Bergeron. C'est vous bien avez ça. ajouté ça. On l'a ajouté. Vous vous sentez en force. On rajoute votre nom. C'est un bon signe, M. Bergeron? Il n'y a pas que ça. En 2009, il y a des gens, beaucoup de gens nous ont dit qu'ils ne nous avaient pas trouvés sur le bulletin de vote. Ils cherchaient Bergeron, puis ils ne le trouvaient pas. Alors, c'est réglé. Parce que c'était projet, vision, union, puis ça, il y avait une confusion autour. Alors, ça prenait équipe Bergeron. On l'a mis. Ça y est. Mais merci d'être avec nous. Ben, c'est un grand plaisir. Et là, on est en pleine campagne électorale municipale. J'ai envie de vous demander, si jamais vous êtes élu maire de Montréal le 3 novembre prochain, c'est quoi le premier geste que vous allez faire le lendemain matin en tant que maire? Je vais remercier les Montréalais. Bien, ça sera le soir même. Le lendemain matin, je pense que juste cette semaine, avec la crise qu'on a vécue sur Bixi, avec d'autres choses qui sont passées dans l'actualité, à chaque fois, j'ai dit, le 4 novembre au matin, c'est de ça que je m'occupe en priorité. De Bixi? De Bixi et des autres, des 3-4 autres affaires pour lesquelles j'ai dit la même chose. OK. Fait que là, je commence à avoir un horaire drôlement chargé pour le 4 novembre au matin. Mais regardez, là... Mais disons la priorité, là, votre grande priorité, parce que vous avez lancé votre programme, il y a quand même plusieurs mesures, plusieurs engagements. Votre grande priorité, Non, Richard Bergeron? la très grande priorité, là, c'est le budget de Montréal. C'est le budget d'investissement, le budget d'opération. Bien sûr, il y a des exercices qui ont été faits. Là. Par exemple, on a adopté lundi dernier le budget d'investissement, mais dans le fond, tout le monde sait qu'il va être assez substantiellement changé par la nouvelle administration, quelle qu'elle soit. Alors, la grande priorité, c'est le budget, c'est de prendre le contrôle de toute la question des finances municipales, voir tout de suite, dès le début, sans perdre de temps, parce qu'on a un délai. Après une élection, on peut présenter notre budget 2 mois plus tard que d'habitude. C'est-à-dire, ça peut aller jusqu'au début février.
mais il y a un énorme travail à faire. Compte tenu des genres de changements que je veux introduire, ça ne sera pas trop 3 mois et demi de travail. OK. Puis parlons-en de ces changements. Donc, le grand changement sous, disons, l'ère Bergeron, ça serait quoi? Qu'est-ce que les Montréalais verraient en premier? Dans le budget de fonctionnement, il y a une réforme administrative assez importante. Pour prendre un exemple simple, on a à la Ville de Montréal un cadre pour 9 employés. Chez Hydro-Québec, chez le gouvernement du Québec, chez les grandes entreprises privées, c'est un cadre pour 13 employés. Alors, on a un taux d'encadrement extrêmement élevé. Et si on regarde le nombre et on applique les ratios, ça nous donne grosso modo 400 cadres en trop, entre guillemets. Je ne veux pas dire qu'ils sont tous inutiles, là, qu'ils ne font pas de travail, mais ça nous en donne 400. 400, ça fait 62 millions de dollars de masse salariale, les avantages sociaux et le salaire. 62 millions, c'est beaucoup d'argent. Donc, on dépoussière tout ça, là. Bien, attends, l'idée, c'est de graduellement réduire le nombre de cadres, puis avec cet argent-là, engager des professionnels pour revamper notre capacité à faire les choses directement plutôt qu'à commander toujours, par exemple, nos ingénieurs, les techniciens de divers types, nos services juridiques. Parce que là, la dérive des dernières années est venue beaucoup de cette dépendance quasi complète qu'on avait vis-à-vis des firmes de génie conseil. OK. Donc là, il y a ça, effectivement, Alors, vous voulez ça, faire. Mais ça, c'est quand même un gros changement. Oui, Évidemment, mais il va y avoir de la résistance avec tout ça. Ça, il faut que ça commence dès le premier budget. C'est vraiment la priorité. C'est les changements structurels au niveau de l'administration. Maintenant, au niveau de l'investissement. Par exemple, hier, on a voté les legs pour le 375e, tel que vu par le conseil municipal actuel. Moi, j'ai annoncé la semaine dernière quels seraient mes legs à moi si je suis élu. Ça va être l'entrée maritime, mais ça va être le tramway. On va en parler de ces projets-là, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, mais vous comprenez que ça va nous obliger à modifier beaucoup de choses dans le budget de l'investissement. Ça, c'est sûr. Ouais. Et je veux qu'on ait le temps justement de parler de ces fameux projets de l'entrée maritime. Mais je veux revenir sur la gouvernance, parce que c'est un débat, en fait, de savoir, y a-tu trop d'élus à Montréal? Y a-tu trop de cadres? Y a-tu trop de... Là, vous dites manifestement, il y a du ménage à faire de ce côté-là. Et vous avez même dit dans votre plateforme, c'est écrit comme quoi vous songez peut-être à revoir et à abolir les mairies d'arrondissement. On sait que vous avez déjà 2 maires d'arrondissement en ce moment, là, Ferrandez, M. Croteau dans Rosemont. Ils nous ont été très utiles. Mais là, c'est quoi? Vous voulez leur dire, là, on n'est pas sûr que votre job, ça, c'est correct, il faudrait peut-être enlever ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, M. Bergeron? Tantôt, je vous parlais de la réforme administrative. Là, maintenant, vous évoquez la réforme politique. Alors, cette réforme politique, il y a eu plein d'idées qui ont circulé. Comme par hasard, mes concurrents étaient tous pour simplifier la gouvernance, réduire le nombre d'élus avant l'élection. Puis maintenant, quand on est en élection, ils font tous attention. Non, on ne touche à rien. Moi, ce qu'on a annoncé l'an dernier, puis qu'on va mettre en opération, qui est aussi dans notre programme, à partir du début février, une fois qu'on aura réglé la question budgétaire, on va lancer le grand débat sur la gouvernance de Montréal. Ça va être sous l'égide de l'Office de consultation publique de Montréal, de l'OCPM. Donc, les gens pourront se prononcer là-dessus aussi? On va prendre un an. Un an. On va en discuter sous toutes les coutures entre Montréalais. Ça sera d'ailleurs la première fois que les Montréalais seront invités à réfléchir eux-mêmes au type de gouvernance qu'ils souhaitent. On va prendre notre temps. L'OCPM va avoir des budgets pour engager des experts. On va voter ça au conseil, là, 1 ou 2 millions de dollars. Mais vous, ça va être une proposition de dire, peut-être qu'on revoit et peut-être que les mairies d'arrondissement... Nous, on a mis sur la table, on dit, il va falloir parler des mairies d'arrondissement ou des présidents d'arrondissement. Il va falloir parler du nombre d'élus. Il va falloir parler du nombre d'arrondissements. Il va falloir parler du partage des pouvoirs entre les arrondissements et la ville-centre. Tout ça, là, ça va être le checklist, là. C'est ça. Puis il va falloir n'importe quel citoyen de Montréal qui croit quelque chose à proposer là-dessus pour revenir devant la commission le dire. Il résultera de cela un rapport de l'OCPM. À partir de là, on prendrait vraiment des mesures. Qui sera débattu au conseil municipal et qui va devenir une demande après adoption du consensus, quel qu'il soit. C'est totalement ouvert. Okay. Ça devient la proposition de la Ville de Montréal au gouvernement du Québec pour modifier la Charte de Montréal pour l'élection de 2017. Donc, 2017 déjà. Alors, vraiment, vous proposez finalement, Projet Montréal, équipe Bergeron, de revoir cet organigramme, une vraie réflexion finalement sur cette gouvernance-là et le public va être invité. Voulez-vous que je vous dise ce que je pense qui va arriver? Dans le débat, on va découvrir les qualités, les vertus du système de gouvernance actuel. Et j'ai l'impression qu'à la fin, on va avoir toute une série d'ajustements mineurs. OK. Mais c'est peut-être pas de tout ce qu'on... Parce que souvent, on entend le grand débat... Probablement pas un grand chambardement. Bon. Moi, j'en vois déjà plein. Ça serait trop long de vous les énumérer. Des petits irritants ici et là, il y en a partout. OK. Donc ça, on revoit tout ça. Ensuite, on veut développer des grands quartiers. Oui. Et là, vous parlez de l'entrée maritime. C'est-tu votre plan fleuve? Pas le plan Nord, mais il y avait le plan comme ça de la CAQ. Vous, c'est quoi? C'est votre plan de renouvellement? C'est quoi, c'est l'entrée Je l'ai annoncé la semaine
semaine dernière, là, c'est la première annonce que j'ai faite d'ailleurs, ça va être dans la plateforme qu'on va rendre publique dans une dizaine de jours, c'est les 2 legs. Le leg de l'entrée maritime, le leg du tramway. D'ailleurs, les deux vont ensemble parce que le tramway, il est dans le quartier de l'entrée maritime. Il en est la colonne vertébrale. Alors, l'entrée maritime, c'est l'ouverture d'une large fenêtre sur le fleuve, l'accès aux berges, là, tout ce qui nous a tant manqué, les Montréalais. Nous sommes des insulaires qui n'avons pratiquement aucune relation avec l'eau. Qu'il s'agisse du fleuve Saint-Laurent, de la virée des Prairies. Donc, dans l'est de la ville. Alors, c'est de part et d'autre du pont Jacques-Cartier, mais essentiellement à l'est du pont Jacques-Cartier. C'est 1,6 km de long et c'est un nouveau quartier. Tout simplement, là, tout bêtement, un nouveau quartier, à peu près 7 à 9 000 logements. C'est une des localisations les plus belles, attention, au monde, là. Parce qu'une fois que le fleuve a franchi les étranglements des îles et qu'il reprend sa pleine ampleur, mais c'est vraiment somptueux comme ça. Et là, c'est quoi? Parce que là, on sait qu'il y a des terrains, peut-être des terrains contaminés, des terrains industriels, il y a toutes sortes de choses là. Donc, tout est contaminé. Tout est à faire, en fait. Absolument. Mais vous proposez, c'est quoi? C'est carrément un nouveau quartier qui pousserait là. Un nouveau quartier. Le ministère des Transports a exproprié, dans les années 70, un corridor pour transformer la rue Notre-Dame en autoroute. Il en a pris large. Il a pris à peu près 250-300 pieds de large. Alors ça, c'est la propriété publique du MTQ. Par ailleurs, le port, c'est propriété fédérale. Donc, c'est tout des... Oui, donc il y aurait quand même des paliers de gouvernement aussi à les convaincre. Il faut qu'ils soient d'accord. C'est un projet un peu à la Drapeau, parce que je sais que vous le citez souvent dans vos entrevues. Vous avez l'air d'avoir beaucoup d'admiration pour lui. Est-ce que c'est un projet comme celui-là? Oui, j'ai déjà publié un article sur Drapeau. Il y a eu plusieurs drapeaux. Il y a des drapeaux moins attachants que d'autres. Mais le drapeau qui avait de l'ambition pour Montréal puis qui menait ses projets à terme, celui-là, il m'épate. Incluant le projet olympique qui est un peu mal tourné, on s'entend. C'est ça. Donc, bref, un quartier comme ça, l'entrée maritime, ça serait de commencer à ébaucher peut-être les premiers plans de ça. Je veux qu'on ait le temps de parler aussi de transport et tout, mais ça serait vraiment un projet qui tient à cœur et de l'initier. Pour moi, c'est le plus beau projet pour Montréal. Sur horizon 2017 et années suivantes. Ça ne sera pas fini en 2017. Là. Non, ça, on l'espère, en fait, parce que... Mais au moins le terrain aura été préparé. Il y aura des premiers immeubles qui auront été construits en 2017. Puis on aura tous compris qu'est-ce que ça va devenir. Une dizaine d'années plus tard, ça va terminer. Ça va être magnifique. OK. Et là, le tramway aussi, il y en a qui vont dire, mon Dieu, vous êtes très idéaliste parce que là, il y a un gros quartier merveilleux qui pourrait pousser comme ça à l'est de la ville. Et il y a aussi la question du tramway. Est-ce que vous allez de l'avant ou pas avec ça? Parce qu'on sait que il y en a qui vont dire, bien, on peut privilégier davantage les autobus à voie rapide. Le tramway, c'est très coûteux. Est-ce que vous allez de l'avant avec ça? Oui, absolument. C'est un engagement absolu, là. Puis c'est en service en 2017. Et si c'est pas en service en 2017, vous me virerez à la prochaine élection, là. Parce que l'année 17... Bon, pour M. Bergeron, donc un tramway sur l'île. Et vous allez le financer comment, celui-là? Regardez, puisqu'on parle de financement, mes opposants disent que c'est trop cher, qu'on serait mieux d'aller vers l'autobus. Le tramway, c'est 40 à 50 millions du kilomètre. Le métro, c'est 200 millions du kilomètre. Ils sont tous d'accord pour que le gouvernement du Québec prolonge le métro à 200 millions de dollars le kilomètre, mais ils disent que le tramway, c'est trop cher à 40 à 50. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dire qu'on est en faveur du tramway, ça ne veut pas dire qu'on est contre l'autobus. On est pour le métro, pour le tramway, pour l'autobus en site propre, pour l'autobus. Chaque mode, suivant le contexte, suivant la demande de mobilité, suivant toute une série de critères. Donc, on reste avec ça. Moi, je le fais parce que ce tramway de boulevard René-Lévesque, quand il arrive à la hauteur du pont Jacques-Cartier, il devient la colonne vertébrale du futur quartier de l'entrée maritime. Et après ça, il se poursuit jusqu'à Pointe-aux-Trembles. Ça fait des décennies que les gens de la Pointe-Est de l'île se plaignent de ne pas avoir un transport collectif de haut niveau. OK, donc on reste avec ça. Bon, bien, le v'là, on garde le fameux tramway, que je sais que vous aimez beaucoup cette idée. Et vous êtes en campagne électorale, vous rencontrez beaucoup de citoyens. Les citoyens aussi ont des questions à vous poser, puis je vous propose d'écouter la question d'une citoyenne, justement, d'ici de Montréal. On écoute ça. Dans le fond, il y a certains quartiers de Montréal où il y a du compost, puis ça fonctionne très, très bien. Et moi, j'aimerais savoir si ce serait possible qu'on étende ça à toute la ville de Montréal, puis qu'on puisse faire son compost, puis être ramassé partout dans Montréal. On attendait. Voilà. Je l'ai entendu au complet. Alors, le compost, quand est-ce qu'il va en avoir sur l'entièreté de la ville, finalement? C'est un peu ça la question. Bon, premièrement, il y a déjà à peu près 70 000 portes qui sont desservies, dont 35 000 dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Le maire François Coteau, Projet Montréal, c'était un de ses projets forts. Bon, on sait aussi que le compost, présentement, on ne peut pas le traiter. Une fois qu'on a recueilli une matière putrescible, on doit l'envoyer à l'extérieur de Montréal. Puis on l'envoie loin, hein? On l'envoie à Sherbrooke, on l'envoie à la Chute. Alors, on a une stratégie pour traiter, de toute façon, c'est obligatoire. Le gouvernement nous oblige, en 2020, à traiter, à faire la cueillette des matières putrescibles et à les traiter sur place. Pour ça, on a eu une stratégie
au cours des dernières années. Ça fait longtemps qu'on parle de ça. Et on est arrivé à 4 usines. En quelques secondes. Voilà, mais c'est parce qu'il y a une contestation sur un des sites, là. Mais cette démarche-là a été très, très bien menée. On a 100 millions à peu près de subventions gouvernementales. Tout va très bien. En 2019-2020, on va être capable de traiter 100 des matières putrescibles générées par la population de Montréal va être traitées sur le territoire de Montréal. Bien voilà, merci beaucoup, Richard Bergeron. C'est tout le temps qu'on a pour cet entretien. Bonne chance dans votre campagne, évidemment, pour toutes les questions pour les citoyens. Ils peuvent aller visiter votre site Internet. De Projetmontréal.org. Voilà. Pour le projet entrée maritime, allez voir ça. Là. Les yeux vont vous sortir de la tête. Bien, merci. Puis je vous garde juste le temps de présenter une entrevue. C'est le moment maintenant d'aller vraiment dans un débat qui fait beaucoup jaser les Montréalais en ce moment. C'est le cas de la Charte des valeurs québécoises. Et justement, je me suis entretenue avec le ministre Bernard Drainville sur la question. Et tout de suite après, on en discute en table ronde. Montréal a-t-elle besoin de sa propre charte des valeurs? C'est ce qu'on va voir. Monsieur Drainville, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous amenez ici, dans votre comté, dans un lieu très zen, à l'abri de tout le tumulte, pour parler de cette fameuse charte des valeurs québécoises. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Justement, avec tout ce qu'on a entendu de part et d'autre, que ce soit vos détracteurs, d'autres qui vous appuient, on a l'impression quand même que c'est très divisé de ce point de vue-là. Est-ce que vous pensez que c'était encore un parti politique de définir, d'édicter des valeurs québécoises? Bien, d'abord, c'est une proposition qu'on a faite. Jusqu'à maintenant, il y a au-dessus de 120 000 citoyens différents qui sont allés sur le site www.nosvaleurs.gouv.qc.ca. Là-dessus, il y a plus de 15 000 personnes qui ont laissé un commentaire. Donc là, on est dans un bon débat. Je vous dirais que le gouvernement, lui, va déposer éventuellement un projet de loi. Il va s'inspirer notamment des commentaires que nous avons eus. Et par la suite, ça va être au Parlement de voter. Et comme vous le savez, on est minoritaire, donc ça ne sera pas juste au Parlement, au gouvernement, dis-je, de faire adopter ce projet-là. Il va falloir éventuellement que des députés des autres partis présents à l'Assemblée le votent avec nous. Donc, je vous dirais que ça ne peut pas être que le projet du gouvernement. Ça va être nécessairement le projet du gouvernement et d'au moins un autre parti, éventuellement, si on le fait adopter. Ma job, moi, mon travail, c'est d'aller chercher le plus large consensus possible. Et c'est ça. Et là, ça fait 2 semaines que vous êtes sur la route. Vous avez proposé votre projet, vous tentez de voir un petit peu ce qui se passe. Et vous avez dit, c'est possible qu'on le bonifie. Exact. Vous le dites aussi, vous êtes en situation de gouvernement minoritaire. Donc, c'est ça. On a vu aussi que c'était assez divisé à ce moment-là. Bonifier, ça veut dire quoi, là? À l'heure où est-ce qu'on se parle 2 semaines après, ce n'est plus le jour 1, là. Vous entendez les choses. Quelles sont les plus grandes critiques que vous entendez tous les jours par rapport au projet? Je vous dirais, le débat actuellement, d'abord, sur l'encadrement des accommodements, c'est très consensuel. L'affirmation de l'égalité homme-femme, très consensuel. Le fait qu'on fasse affaire avec l'État à visage découvert, très consensuel. Je vous dirais, les principaux enjeux, là où le débat se fait le plus, là où on a le plus, je vous dirais, de points de vue différents, c'est sur la clause de retrait, le crucifix. Il y a beaucoup de débats autour du crucifix. Il y a beaucoup de débats également, je vous dirais, autour de la question... Bien, le port des signes ostentatoires religieux. Et c'est sûr que sur la évidemment. question des signes religieux, le port des signes religieux ostentatoires, ça aussi, il y a un immense débat. Alors, je vous dirais, ça, c'est 3 enjeux très importants, le crucifix, la clause de retrait, puis tout le débat autour de la neutralité religieuse, puis l'encadrement des signes religieux. Il y a d'autres choses également, par exemple, la prière dans les conseils municipaux. Ça aussi, on a des commentaires là-dessus. On est donc en réflexion. Ça, on est en vous êtes en réflexion. Donc, pour les gens à la maison, ils pourraient peut-être voir se dessiner quelque chose de différent sur ces points-là. C'est possible. C'est possible, mais encore une fois, je ne suis pas prêt à m'avancer là-dessus parce que ce qu'on a proposé, nous, on pense que c'est un bel équilibrage. Ça respecte à la fois les droits individuels et ça affirme aussi nos valeurs communes. Donc, on trouve que c'est... Sur le premier point, ça, c'est pas tout le monde qui partage ça. Hein. Par contre, sur les droits individuels, ça, Oui, mais, ça, mais moi, je suis prêt à en débattre avec eux. Voilà. Moi, je pense que, de façon générale, l'équilibre est assez bien dosé là-dedans. C'est un projet qui est plutôt raisonnable, je dirais. OK? Maintenant, est-ce qu'il pourrait y avoir des améliorations qui pourraient être apportées à partir notamment des commentaires que les gens nous ont faits? La réponse est oui. Quelles seront ces éventuelles améliorations? C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Et je veux qu'on parle vraiment de la situation particulière à Montréal, parce qu'on sent, évidemment, ça ne fait pas consensus, on le disait, c'est quand même assez divisé, particulièrement au niveau de l'opinion publique sur la question du port des signes religieux ostentatoires.
Mais quand on a regardé un petit peu les réactions du côté de la scène montréalaise, on a vu qu'il y a 4 principaux candidats à la mairie de Montréal. Bon, il y a Michel Brûlé qui a appuyé, qui a même été à la manifestation de ProCharte, mais les 4 autres, vraiment, sont prononcés contre. Il y a la même chose du côté des 15 maires des villes défusionnées, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, l'Université McGill, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour aller de l'avant à Montréal quand des acteurs de cette scène-là, montréalaise, des acteurs principaux, on sent qu'ils ne sont pas de notre bord? Là? Alors d'abord, ils sont en campagne électorale. Alors, pour avoir déjà été en campagne électorale, il faut faire la part des choses. Moi, je n'ai pas l'intention de me mêler à la campagne électorale. On prend acte de leurs déclarations. Ceci dit, on les a très bien entendues. Et puis, moi, l'espoir que j'ai, c'est qu'au fil du temps, au fil du débat, les choses vont se nuancer un petit peu. Puis, il y a des déclarations qui, je l'espère, vont... J'espère que ceux et celles qui ont fait ces déclarations vont, avec le temps, faire la part des choses. Maintenant, sur la clause de retrait, ce qu'on a dit, parce que c'est beaucoup là-dessus, ils disent, dans le fond, on va exercer la clause de retrait. Hein, les candidats à la mairie, notamment, l'ont dit. Ben oui, puis il y a d'autres, il y avait des élus municipaux qui sont prononcés là-dessus. Voilà. On sait Lionel Pérez qui a lancé ça aussi. C'est ça. Alors, ce que je vous dis là-dessus, moi, sur la clause de retrait, on ne veut pas que ça devienne un moyen pour les villes de s'exclure systématiquement du cadre de neutralité religieuse qu'on propose, surtout en matière de port des signes religieux. Alors, on voyait ça, nous, la clause de retrait, comme une mesure de transition qui permettrait donc aux villes, notamment, mais éventuellement aussi aux hôpitaux, cégep, universités, de prendre un peu plus de temps pour s'ajuster. Alors, on voit ça comme une mesure transitoire. On veut pas... on souhaite que le plus petit nombre possible de villes s'en prévalent. Alors là, on entend les représentants des différentes municipalités qui sont en campagne électorale, encore une fois, dire on va s'en prévaloir massivement. Alors nous, je vous dirais, ça nourrit la réflexion dans laquelle on est. Puis moi, dès qu'on a proposé le projet, ce que j'ai dit, c'était sur la clause de retrait, on allait écouter beaucoup. Donc, OK. Alors, on écoute. Alors, on prend acte de toutes ces déclarations-là. On regarde également ce que les citoyens nous proposent. Et puis, éventuellement, dans le projet de loi, il faudra arbitrer tout ça. Donc, il faut surveiller. C'est-à-dire, clause de retrait, là, la clause il y a de retrait, pas mal de choses qui risquent de se passer de ce côté-là. C'est ce que vous nous dites entre les lignes. Là. Je ne le dirais pas comme ça, mais je vous dirais qu'on est... Ça fait partie... C'est un des points de la charte, je vous dirais, auquel on réfléchit le plus actuellement. Dans quel sens? Je ne peux pas vous dire dans quel sens. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on y réfléchit. Puis je l'avais dit dès le départ que ce serait un point auquel on allait porter attention. Et on porte attention. OK, donc c'est dit. Hein? Pour les gens à la maison, ils peuvent lire ce qu'ils veulent, mais c'est évidemment, on va suivre ça dans les prochaines semaines. Et je veux revenir aussi sur la réaction. On disait que ça a été très divisé aussi. Bon, là, les sondages semblent parfois changer un petit peu ou en faire moi, je vais vous dire, là, dans mon comté ici à Longueuil, là, je viens de rencontrer des gens, justement. Là, je l'ai fait tout l'après-midi. Je suis d'accord pour dire qu'il y a un débat, puis ça ne fait pas consensus encore, ou en tout cas, ça ne fait pas l'unanimité, ce qu'on propose, évidemment. Mais je vous dirais, ce que moi, je sens autour de moi, en tout cas ici à Longueuil, dans le comté, c'est qu'il y a un bon appui. Il y a un bon appui. Mais on l'a vu dans les chiffres que c'est quand même assez divisé. C'est sûr, puis on arrive avec ça à Montréal, c'est quand même l'endroit au Québec où, bon, effectivement, il y a une grande diversité religieuse, culturelle. Oui. Évidemment, ce n'est pas, tout le monde n'est pas dans le même bloc, évidemment. Il faut faire attention, vous avez, ça c'est très important, de ne pas mettre tout le monde dans le même bain. Ce n'est pas des blocs monolithiques. Là. Moi, quand j'entends dire, par exemple, que la proposition sur les signes va nuire en particulier à une communauté, la communauté québécoise de confession musulmane. Moi, je dis oui, le débat, on a le droit de le faire là-dessus, puis j'entends le déchirement que ça provoque chez certaines personnes, je l'entends puis je le comprends. Mais en même temps, il faut toujours se rappeler que selon les experts, parce qu'il n'y a pas de chiffres durs là-dessus, mais selon les experts, la vaste majorité des Québécoises de confession musulmane ne portent pas de signes religieux. Hein? Alors ça, c'est important de le dire, parce que parfois, on a l'impression dans le discours que toutes les femmes qui sont venues d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, portent toutes des signes religieux. Le fait est que la majorité n'en porte pas. Là, vous allez continuer, vous allez de l'avant avec votre projet. Et il va falloir que ça passe le test de la constitutionnalité, peut-être éventuellement. Il y aura le test de l'Assemblée nationale. Seriez-vous prêt à aller jusqu'au bout, peut-être même jusqu'à, par exemple, la cause nonobstant, qui sait? La question de la clause nonobstant, à notre avis, elle ne se pose pas présentement parce qu'on est convaincu que le projet est constitutionnel.
On est convaincu que le projet est constitutionnel. Alors, moi, ce que je dis, c'est que pour le moment, les citoyens doivent se prononcer. On les écoute. On va prendre en considération leurs avis, leurs commentaires. Les élus vont faire leur travail par la suite. C'est à eux de faire leur travail, éventuellement d'adopter la charte. Et ce qui arrivera après, arrivera après. Là, on ne peut pas commencer à travailler un projet de loi en s'imaginant ce que ça pourrait être, etc. Là, c'est la responsabilité des élus de faire leur travail, puis on va le faire, notre travail. Eh bien voilà, je vous laisse aller le faire encore Les et gens encore. nous disent enfin un gouvernement qui met ses culottes. Bien, on les met. Bon, nos ben, culottes. On je les vais vous met, nos laisser culottes, Karima. mettre vos culottes. Je vais vous laisser les mettre. Merci beaucoup, M. Drainville, d'avoir été avec nous. Et, merci. Merci Je fais beaucoup. appel à votre appui pour qu'on puisse tout simplement passer cette motion qui reconnaît qu'on veut une laïcité inclusive, qui reconnaît de pouvoir rassembler les Montréalais de toute conviction et de toute origine, et de reconnaître la réalité d'aujourd'hui, du XXIe siècle. On ne peut pas l'oublier. Oui, on vient de le voir, le projet de cette charte des valeurs québécoises, ça suscite beaucoup de réactions, ça divise aussi beaucoup les gens. Alors justement, en débat, on va se demander, Montréal a-t-elle besoin de sa propre charte des valeurs? On va en débattre ce soir. On a différents invités avec nous. Aussi, donc, Lamine Fourak, vous êtes animateur de l'émission Taxi Maghreb à Radio Centre-Ville et aussi vous êtes un des cofondateurs du Congrès maghrébin du Québec. Merci d'être avec nous. Bonsoir. On a quelqu'un qui est directement en contact avec des immigrants, puisque vous êtes enseignante en francisation, Tania Lompré, et vous êtes aussi auteur de ce livre « Québec cherche Québécois pour relations à long terme et plus ». Et on a avec nous aussi Yuri Rivet, vous êtes vice-président de la maison de sondage CROP. Et vous avez fait justement, vous êtes dans les sondages, on n'a pas terminé, j'imagine, avec ça encore une fois. Non, ça commence. Voilà, donc merci encore à vous tous d'être avec nous. Et je vais commencer avec vous, Tania, parce que vous êtes aux premières loges, vous en rencontrez des nouveaux arrivants. Comment, eux, ils accueillent ce projet de charte? Bien, en fait, c'est drôle parce que j'en ai parlé tout l'été, cet automne, avec mes étudiants, puis tout le monde était unanime, tout le monde est pour ça. Donc, c'est drôle. Moi, j'enseigne pas, par exemple, dans les communautés francophones. Moi, j'enseigne chez les allophones, donc les gens de l'Europe de l'Est, l'Amérique du Sud. Et les gens sont vraiment pour ça. Ils sont contents. Moi, ils m'ont dit, Madame, moi, j'ai changé de pays, je dois faire comme ici. Donc, tu sais, c'est quelque chose que j'entends, puis je m'attendais à Est-ce avoir que vous comme êtes un surprise affrontement, de ça? En fait, je l'étais, mais je trouve ça bien de voir à quel point ils sont ouverts, puis à quel point pour eux, c'est normal à Montréal, fait comme les Montréalais. Là. Donc, vraiment... OK. Donc, vous avez ce son de cloche-là. Oui. Je vais aller vous voir, Lamine Fourak, parce que, bon, vous avez une oreille très attentive, évidemment, auprès de la communauté maghrébine. Évidemment, il n'est pas d'un seul bloc non plus. Quel est l'écho que vous avez eu, en fait? L'écho, c'est que, je veux dire que dans le comité maghrébine, dans sa majorité, les gens s'opposent ou ils sont inquiets de cette charte. Ceux qui s'opposent, ils peuvent s'opposer sur la charte en telle, dans sa proposition actuelle, mais l'inquiétude vient aussi, qu'est-ce qui va venir après? C'est-à-dire que cette charte va ouvrir une porte. Et là, je voudrais un peu commenter le débat dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont présentées d'une façon un peu déséquilibrée. Quand on nous parle que les gens qui viennent de l'extérieur doivent respecter la vie des Québécois, moi je dirais que les pro-chartes, c'est eux qui veulent changer le Québec. Parce que le Québec que j'ai connu, que les gens ont connu, que le Québec d'aujourd'hui permet les signes religieux. Donc les immigrants ont choisi le Québec qui permet les signes religieux dans l'administration. Et en réalité, c'est ceux qui veulent ramener cette charte, qui est un peu un modèle français, qui veulent changer le Québec et le ramener vers le modèle français. Et c'est cette perception des gens, surtout les Maghrébins, qui ont beaucoup d'expérience avec le modèle français, parce qu'il faut mentionner au sein de la communauté maghrébine, il y a beaucoup d'immigrants qui sont passés par la France. Ils s'inquiètent parce qu'ils savent très bien, ils ont vécu l'échec de ce modèle qui a créé en fin de compte une bipolarisation entre le centre des villes et les périphéries. Et aujourd'hui, cette charte-là, en fin de compte, vient créer la même bipolarisation entre Montréal et les régions. Puis en même temps, au sein de la communauté maghrébine, c'est pas, comme je le dis, un bloc monolithique. Puis on en a vu d'autres aussi, des gens qui sont venus dans l'espace public, des femmes d'origine musulmane, en fait de confession musulmane, qui sont venus dire, ben nous, on appuie cette charte-là aussi. Donc ça aussi, vous l'entendez par ailleurs au sein de la communauté. Je ne dis pas qu'il y a des personnes, mais moi, le courant majoritaire, j'ai lancé le débat dans mes émissions, le courant majoritaire, comme je dis, il y a ceux qui sont contre la charte en tant que telle, mais il y a une majorité qui est très inquiète que demain, ça serait Mohamed et Fatima qui serait aussi quelque chose qui ne ressemble pas au Québec
qu'on voudrait nous imposer dans le futur. Et cette inquiétude est aussi alimentée par l'expérience française. C'est ça. Donc, le fameux modèle français qui est parfois cité ou peut-être même souvent cité par les temps qui courent. Yuri Rivet, je me tourne vers vous parce que vous avez analysé différents profils sur l'île de Montréal. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que Montréal est, entre guillemets, une société distincte par rapport au reste du Québec quand vous analysez l'appui à la Charte? Bien, à première vue, non, parce que Montréal est quand même divisé face à la Charte, là, un peu comme la province est divisée. Mais dire qu'on est pour ou contre la Charte, c'est que pas juste une façon d'être pour ou contre. C'est une question très complexe, dans le fond, la Charte. Ça nous renvoie à nous-mêmes, notre croyance religieuse, ça nous renvoie aux autres, comment on accepte les immigrants, comment on accepte les droits des autres. C'est notre relation avec nous, avec l'autre. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on a essayé de voir. Puis ce qu'on a vu, dans le fond, c'est qu'il y avait 2 groupes essentiellement qui appuyaient la Charte, puis 2 groupes essentiellement qui s'opposaient à la Charte, mais pour des raisons bien différentes. OK. Donc, peut-être vous allez nous dire ça un petit peu, justement, qu'est-ce qui ressortait dans le fond de C'est ça. Dans le fond, ceux qui appuient la Charte, il y a comme 2 façons. Il y en a un qu'on a appelé le catholique pur laine. Essentiellement, c'est qu'il y a l'impression que les immigrants arrivent un petit peu pour faire reculer la culture québécoise. L'autre, qui est pour la Charte, c'est vraiment une question de laïcité. Ce qu'il voudrait, c'est que la religion, ça s'exerce dans la sphère privée, puis ça n'a pas de place dans l'espace public. Donc, c'est 2 personnes qui ont la même position face à la Charte, mais pour des raisons totalement différentes. Okay. Puis, pour ceux qui s'opposent à la Charte, c'est un peu la même chose. Il y en a un qui c'est... dans le fond, c'est l'ouverture, la tolérance. Il n'est pas religieux lui-même. La religion a peu de place dans sa vie, mais il accepte la religion des autres. Puis l'autre, c'est plus une question il est très croyant, puis pour lui, c'est la liberté religieuse qui prime avant tout. Donc, voilà. Il y a comme 2 façons d'être pour, 2 façons d'être contre. C'est ça. Donc, on a résumé un petit peu les différents profils. Voilà. Puis, bon, Tania l'a pris tantôt d'entrée de jeu, là, ça avait l'air bien beau, mais je suis sûre que c'est plus complexe que ça. Parce que si vous avez décidé de faire un livre sur Québec cherche Québécois pour relations à long terme, c'est que manifestement, vous avez décodé des choses. Ben oui, en fait, c'est sûr qu'il y a toujours des choses qui arrivent. Là, moi, j'ai des hommes qui ont refusé de me serrer la main, des gens qui ont sorti leur femme de ma classe parce que, tu sais, des choses comme ça. C'est sûr qu'on en voit tous les jours là, des cas un peu extrêmes, si on peut dire comme ça. Je sais que c'est pas majoritaire, puis je sais qu'il y a des gens qui souffrent de ces cas-là. Par contre, je pense qu'en instaurant comme une espèce de laïcité que vous dites française, je pense qu'on va aller régler un autre problème. Là, dans mon livre, j'ai parlé que la communauté maghrébine a un taux de chômage qui n'a pas de bon sens, selon moi, là, qui est près du 30 %. Puis il y a des gens qui ont peur, je crois, d'engager ces gens-là. Puis je pense qu'avec une espèce de balise, les gens vont être plus portés à embaucher les gens, puis que les gens vont pouvoir rentrer sur le marché du travail. Mais en quoi vous le voyez comme un... Parce que c'est ça, on dit la Charte, vous le voyez aussi d'un point de vue de l'intégration. En quoi, justement, ça peut aider davantage? Bien, en fait, justement, quand on sait où on s'en va, puis on connaît les balises de la société, bien, on s'intègre mieux. Moi, je trouve ça un peu triste de voir qu'il y a des gens qui s'auto-excluent, qui se ghettoisent, qui vont vivre dans certains quartiers, qui restent en communauté, qui s'intègrent plus ou moins. J'ai travaillé dans le Parc Extension, dans Côte-Saint-Luc, dans Ville-Saint-Michel. C'est des réalités. C'est des gens qui ne sortent pas vraiment de chez eux. C'est des gens qui ne s'intègrent pas du tout à la communauté. Moi, je veux en fait que tout le monde devienne québécois, que tout le monde vive ensemble, puis qu'il n'y ait pas des gens qui se ghettoisent puis s'auto-excluent. Parce que pour moi, quand on dit « je ne peux pas travailler pour l'État », bien attends, on ne dit pas que tu ne peux pas travailler. On dit seulement que pour l'État, on demande une laïcité, puis pour le reste, tu fais ce que tu veux. Pour moi, c'est important. Oui, ça vous fait réagir, la même pour sincèrement, je n'arrive pas à comprendre. C'est que les gouvernements du Québec n'ont pas pu augmenter le taux des minorités dans la fonction publique depuis presque 20 ans, qui est autour de 7 à 9 %. Le taux de chômage de la communauté maghrébine, et M. Drainville le confirme, le port des signes religieux dans cette communauté n'est pas majoritaire, il est minoritaire. Mais le taux de chômage est de 30 %. Je n'arrive pas à saisir la logique qui va dire, en fin de compte, je vais mettre dehors des gens qui portent des signes religieux pour aider les chômeurs qui sont au chômage. Vous dites qu'on les met dehors, mais je ne pense pas que c'est ce qui a été dit dans les médias. Non, mais c'est ce qui est proposé. C'est qu'aujourd'hui, un fonctionnaire qui porte un signe religieux, une infirmière ou un médecin qui porte un signe religieux, on va lui mettre sur la table un choix équivalent à celui... Il va y avoir un dialogue. Okay. Là, ce ne sera pas demain matin, vous perdez votre travail. Là, je pense qu'il y a un travail à faire des 2 côtés. L'intégration, ça se fait des 2 côtés, d'ici, mais aussi de la personne qui arrive. Pourquoi vous posez le problème comme étant un problème d'immigration? Le problème des religieux, aujourd'hui, quelqu'un peut... Je peux devenir catholique et je vais porter une croix. Oui, mais déjà poser le problème comme étant un problème... beaucoup plus... Il n'y en a pas beaucoup. Évidemment, il y a cette question... La communauté juive, c'est une des fondatrices du Québec. Oui, donc, c'est rare que demain matin, quelqu'un va changer de religion puis se mettre à porter un signe ostentatoire. Je ne pense pas que c'est ces gens-là que la Charte vise.
Mais elle va les viser, parce qu'ils sont concernés, je ne comprends pas, parce qu'elle vise des gens, donc il y a une communauté en particulier que la charte vise. Non? Bon, il y a une chose aussi, parfois dans ce débat-là, on va dire, bon, les gens en ce moment ne peuvent pas afficher leurs convictions, par exemple, politiques, porter un chandail de je ne sais trop quel parti ou je ne sais quoi. Et là, on demande finalement cette fameuse neutralité dans tous les sens, neutralité religieuse, neutralité politique. Donc, la neutralité, donc la religion ne peut pas être au-dessus de ça. C'est un peu ce qui est proposé dans le cadre de cette neutralité. En quoi, donc, à ce moment-là, vous, quand vous dites il y a vraiment quelque chose dans la communauté, ils sont un peu contre de ce point de vue-là, qu'est-ce qui choque le plus à ce moment-là? Ce qui choque, c'est un petit peu deux choses. C'est que le dernier des nouveaux arrivants au Québec, c'est bien la laïcité. C'est que la laïcité est très récente au Québec d'un point de vue institutionnel. Il y a une confusion entre ce qu'on appelle la sécularisation, qui est un processus sociologique d'abandon de la pratique religieuse dans la société, et la laïcité de l'État. L'État québécoise, la première démarche qu'elle a abordée sur la laïcité, c'était la création des commissions scolaires qui date des années 90. Donc, prétendre aujourd'hui que la laïcité est établie au Québec, c'est déjà une fausseté. Deuxièmement, l'État québécoise, en termes de pratique de laïcité, elle finance aujourd'hui des écoles religieuses, et même des écoles religieuses qui appliquent même pas le programme du gouvernement québécois en termes d'éducation, et ça démontre qu'on n'est pas encore un État laïque. Aller choisir un petit détail qui est un signe religieux qu'un fonctionnaire peut porter et qui, à mon avis, la neutralité n'est pas affectée parce que tout simplement, moi j'ai eu l'occasion d'être soigné par... Mon fils a été sauvé par un médecin juif qui portait une kippa. À aucun moment j'ai pensé que c'était l'État juif qui... C'était un médecin. Mais je peux intervenir. Oui. En même temps, c'est que l'affiliation partisane, on peut changer d'un parti politique à l'autre. On a vu des grands politiciens changer de parti politique. Mais la religion, c'est beaucoup plus fondamental dans la construction de l'individu. Hein. Lui demander « laisse ta religion chez vous, amène-la pas au travail », c'est demander de lui renoncer beaucoup à lui-même. C'est beaucoup plus que... Okay. Ça, c'est pas dans les chiffres. Ça, c'est votre opinion ou c'est pas dans les chiffres? Non, c'est mon opinion. C'est ce qu'on observe sur... on voit que les gens changent de parti, on voit que les gens sont moins attachés à leur parti, mais quand on demande aux gens, définissez-vous, la religion vient tout de suite. Tu vas dire, je suis un homme, après ça, ta religion va venir très rapidement. Donc, c'est une composante. C'est pour ça aussi, peut-être que ça divise autant, parce que c'est une composante qui est assez fondamentale pour les personnes, à tout le moins, qui le pratiquent ou même qui sont athées. Ça peut être ça aussi. Et Yuri Rivet, je veux revenir peut-être sur, justement, les chiffres, encore une fois. On parle souvent que, bon, on est en campagne électorale, les élus municipaux, ce sont, pas les élus, mais ceux qui vont se présenter, les candidats à la mairie de Montréal, pour la plupart, à part Michel Brûlé, les principaux candidats se sont montrés contre cette charte. Et diriez-vous que c'est de l'opportunisme politique ou il faut prendre ça aussi avec un recul? Je pense pas que c'est de l'opportunisme. Je pense pas qu'ils ont vu les chiffres. Moi, en tout cas, la façon que je l'ai vu, là, c'est que pour eux, c'était vraiment viscéral. Mais moi, ma théorie, c'est que une proposition comme la charte, c'est susceptible, c'est ce qu'on appelle... en anglais, il y a wedge issue. En français, c'est un enjeu de clivage. C'est-à-dire que tu vas changer de parti politique avant de changer ton avis sur la charte. Donc, je pense que c'est peut-être le... Il y en a qui font de la politique comme ça, là, mais je pense que c'est le pari de ceux qui proposent la charte. C'est-à-dire, c'est un enjeu qui va polariser fortement, puis qui est vraiment susceptible de rebrasser les cartes au niveau politique, que ce soit municipal, fédéral ou provincial. Voilà. Tania, en même temps, ça va moi, je trouve ça triste parce qu'il y a tellement... En fait, 80 de notre immigration s'installe à Montréal. Donc, si je pense qu'il y a une place où on doit intégrer les gens puis leur donner des balises laïques, c'est bien Montréal et pas nécessairement à Rimouski. Là, je pense que c'est ici que l'enjeu se joue. Puis je pense que c'est vraiment important qu'on... Quand vous recevez les nouveaux arrivants, c'est ça, qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport justement au code, au niveau de l'intégration? Est-ce qu'ils disent, bien, justement, on n'a pas nécessairement idée tant que ça dans quelle culture on arrive? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez? C'est sûr que quand c'est pas clair, c'est difficile de s'intégrer. Hein? Alors que là, la charte en amène certaines balises. Donc, c'est sûr que c'est pas assez. Il faut continuer à en donner des balises, sauf que si on n'en met pas, comment les gens vont s'intégrer s'ils vivent exactement comme chez eux? Puis en même temps, comme M. Lamine Foura disait, mais ça ne va pas non plus nécessairement créer un sentiment d'exclusion pour certaines personnes qui essaient de s'intégrer aussi. Moi, je pense quand on choisit un endroit où vivre, je pense qu'il faut vivre avec le fait qu'il y a des choses qui vont changer dans notre vie. Puis pour moi, s'intégrer, c'est un peu ça. Ce qui est... Non, je suis tout à fait... En fait, c'est que moi, je ne trouve pas le lien entre l'argumentaire et la charte. La charte, elle ne fait pas ça. Les gens sont prêts à s'adapter. Il y a différents points, c'est ça. Il y a différents points dans la charte. Premièrement, c'est la charte qui vient changer le Québec. Parce que le Québec d'aujourd'hui permet les signes religieux. Je pense que le Québec essaie d'entrer un peu plus dans la modernité avec ça. Je pense que laisser la religion dans les maisons et dans les lieux de culte, je pense que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Oui, mais ça, c'est un discours différent de dire aux gens il faut s'adapter à la réalité, que la charte veut changer, est différent de dire que la charte veut changer le Québec et admettre que... Je pense pas que c'est ça. On demande seulement aux gens de l'État de représenter un État qu'on veut laïque.
Donc, mais, parce que j'ai écouté dans les médias où disant que on va poser la question à ces gens-là, et ces gens-là, s'ils insistent à garder leur signe religieux au détriment de leur travail, c'est de l'intégrisme. J'étais choqué dans ça. Choisir un signe religieux plutôt qu'un emploi, pour moi, c'est de l'intégrisme. Ouais. Dire ça, c'est dire que le peuple québécois, s'il tient à sa souveraineté au détriment de ses intérêts économiques, c'est de l'intégrisme. Je suis très désolé de... Pas du tout. C'est exactement la même chose parce qu'il y a des convictions dans la vie. Non, mais il y a des convictions dans la vie. Et ça met fin à ce débat. Si vous voulez continuer à réagir à la maison et peut-être poser des questions à nos invités pour suivre le débat, c'est possible de le faire avec notre page Facebook, etc. Merci à vous tous d'avoir été là. On pourrait continuer très, très longtemps. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Ça va vite à trois. Après ce débat très relevé, c'est le moment d'aller maintenant en reportage avec notre collègue Chantep. Elle s'est intéressée au problème de la moisissure dans les écoles qui est loin d'être réglé. 8 écoles sont présentement fermées au Québec en raison justement de la mauvaise qualité de l'air, dont 3 dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Évidemment, tout ça, ça a des conséquences dans la vie des familles de ces enfants qui ont dû être relocalisés. Donc, on regarde ça. Terminé les céréales? Lily, tu dois achever? Ouais. Tu dois achever? Ouais. Si t'as fini, tu vas manger, tu vas brosser tes dents? Tout débute plus tôt le matin. Il faut prévoir un 15 minutes d'autobus, plus la routine d'embarquer dans l'autobus et tout ça. Donc, c'est un 20-25 minutes, 30 minutes plus tôt. Allez hop, on s'en va! Comme des centaines d'enfants de l'arrondissement Hochelaga-Maisonneuve, les enfants d'Eve-Curlin ont été relocalisés en raison de la mauvaise qualité de l'air dans leur école, ce qui a causé des changements à la rentrée scolaire. Par contre, les leçons, on les fait beaucoup plus tard qu'à l'accoutumée ici, parce qu'évidemment, le retour à la maison se fait en décalage. Donc, on arrive à l'heure des devoirs au moment du souper, donc on fait le souper avant. Donc, c'est une autre routine, mais ça l'a pas tant que ça affecté au niveau des miens, là. Donc, c'est une bonne nouvelle de mon côté, mais je sais que c'est pas pareil partout. En plus des problèmes de santé, le changement d'une école à une autre peut aussi causer de sérieuses conséquences sur l'avenir de certains de ces enfants. C'est sûr que dans les quartiers défavorisés, les enfants ont un besoin énorme de stabilité. Et tout facteur qui fait que les enfants perdent un peu de cette stabilité-là peut mener, oui, à augmenter les risques là, de décrochage parce que perdre le lien avec son enseignant, ça peut être un facteur important si c'est un lien de confiance. Puis là, bien, justement, d'être relocalisé, donc d'avoir à changer d'environnement, d'avoir à prendre l'autobus, c'est sûr que c'est un facteur de plus. Le décrochage scolaire, une réalité dans l'arrondissement d'Hochelaga-Maisonneuve, mais qui compte des adversaires de taille, dont des organismes et des acteurs locaux. Des fois, on a l'impression qu'on est les seuls à porter ce dossier-là. On n'entend pas parler de rien. On rencontre les enfants, on rencontre les familles. Puis quand j'aborde la question avec les familles, comment ça va avec les changements, bien, c'est toujours désastreux. On est inquiet, on ne sait pas ce qui se passe. On sait que la santé de nos enfants est menacée, leur réussite scolaire est menacée parce que souvent, il y a des impacts directs sur l'apprentissage scolaire. Le taux de décrochage dans l'arrondissement d'Hochelaga-Maisonneuve est parmi le plus élevé sur l'île de Montréal, un pourcentage de 49 % comparativement à la moyenne montréalaise qui est de 30 %. Un portrait alarmant décrié par la plupart des enseignants du quartier. Les élèves arrivent en autobus scolaire, ne sont pas habitués de fonctionner par transport scolaire. Ils arrivent souvent agités. On a eu des enfants qui ont été malades, des enseignants qui ont été malades, un gros roulement d'enseignants, ce qui n'offre pas une stabilité. Les enfants aussi malades, c'est un taux de pourcentage de 60 % d'enseignants et d'élèves malades, c'est énorme. Si ça continue comme ça, si on n'a pas plus d'aide, nos enfants vont avoir des difficultés. Puis ce qu'on ne voudrait pas, c'est attendre que le taux d'échec monte avant de dire « OK, là, il faudrait faire quelque chose ». Alors, ce qu'on prétend, c'est qu'on a besoin de plus d'aide dans notre école compte tenu de la situation. C'est sûr que c'est pas la première chose qu'on
privilégie déplacer des élèves. Quand on peut faire des travaux l'été, quand on peut faire des travaux en cohabitation, si c'est des travaux extérieurs, on le fait. Mais dans certains cas, on n'a pas le choix de déplacer des élèves. Par rapport au décrochage, c'est une réalité qu'on vit partout à Montréal, indépendamment des travaux de qualité de l'air. Puis c'est sûr qu'on va suivre de près les enfants qui ont été déplacés. Notre personnel est à l'affût là, pour qu'ils fassent tous les apprentissages nécessaires. C'est une grosse clinique demain? Ordinaire. Ordinaire? Oui. Ça va dépendre. Avez-vous l'allée? Le fait que par hasard, il y en ait 3 dans Hochelaga, me semble qu'on devrait s'en occuper pour montrer au reste du Québec comment on peut faire bien quand des enfants sont menacés, surtout des enfants qui vivent dans des milieux plus vulnérables, puis surtout avec 3 écoles. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres endroits là, où il y a 3 écoles de fermées. Donc ici, il y a une priorité, il y a une urgence un peu nationale à s'occuper de ces enfants-là. Et là, le fait qu'on ne le fasse pas, pour moi, c'est ça le drame, c'est qu'on laisse filer ça comme si de rien n'était et on donne l'image au Québec que finalement, les enfants, c'est pas si important que ça. Et c'est très dommage. Une première étude préliminaire patrimoniale est présentement en cours pour l'école Barry, qui devrait être démolie et reconstruite d'ici quelques années. Par contre, l'avenir des écoles Hochelaga et Saint-Nom-de-Jésus reste encore incertain. On aurait aimé mieux pas avoir le problème du tout et de pas passer 2 ans. On est déjà rendu à notre 2e année de relocalisation, puis on sait que ça risque d'être beaucoup plus long. Donc, c'est sûr qu'on aurait aimé mieux avoir pas du tout cette situation-là. Maintenant que la situation est arrivée, je pense que faut profiter de l'occasion, il faut saisir la chance qu'on a de repenser peut-être certaines choses dans nos écoles. Allô? Voilà, capitaine. Ce matin, on avait une fusée de sauter. Il faut apprendre à tout gérer l'énergie, hein? Oui, ça vous rappelle peut-être des souvenirs de cet été parce qu'elle a fait un retour remarqué, la cuisine de rue, après plus de 65 ans d'absence. Donc, vous imaginez. Et on va en parler maintenant avec notre nouvelle collaboratrice, Julie Paquin, qui sera avec nous au cours de la saison. Merci d'être là et bienvenue à Mise à jour. Merci beaucoup. Avez-vous goûté à la bouffe de rue? J'ai goûté à la bouffe de rue. Effectivement, ça faisait probablement que toi et moi, on ne l'a pas connu. Oui, c'est ça. 65 ans d'absence. Donc oui, retour remarqué cet été dans notre quotidien de Montréalais. C'est un projet pilote de l'arrondissement Ville-Marie. Il faut se souvenir, et vous en avez d'ailleurs parlé sur ce plateau-là, il y a eu des consultations publiques sur le sujet qui ont eu lieu à l'automne 2012 et ça a été donc le point de départ, disons, de ce projet-là, puisque c'est suite à ces consultations publiques-là que la commission responsable du dossier a émis des recommandations à la Ville de Montréal, notamment de mettre sur pied un comité de pilotage pour éventuellement implanter pour de bon la cuisine de rue à Montréal. Mais c'est ça, parce que c'est bien beau, on en entendait parler, il y avait beaucoup de gens qui disaient on aimerait ça que ça revienne, hein? C'est, comme on dit, très en vogue, très à la mode, mais c'est quand même plus compliqué que ça, impliquer tous les gens qui sont dans le milieu, puis de le faire pour vrai, comme on dit. Oui, exactement. Donc, c'est complexe, on veut que ce soit encadré, et la Ville de Montréal a quand même pris les moyens de bien le faire. Donc, faut savoir que 27 camions ont été sélectionnés. Je dirais même triés sur le volet. Hein? Donc, on a choisi des restaurateurs qui pouvaient mettre en place une cuisine, je dirais, plus fine, hein? Plus raffinée. Oui, c'est ça. C'était pas les fameux camions là, de bouffe, c'était pas des hot dogs ou des trucs. C'est même, ça a été, dans certains cas, un reproche que certains ont fait. Mais c'est vrai que c'était assez élaboré. Hein? On a vu des trucs c'est quoi? Il y avait des trucs du pied de cochon, il y avait des choses comme ça. Des tacos de luxe, ça faisait un petit bout de temps quand même. On pouvait manger des salades de lapin, on pouvait manger du homard. Donc, ce qu'on a voulu faire avec la cuisine de rue cet été à Montréal, c'est
en quelque sorte, et entre autres, de repositionner Montréal comme métropole gastronomique. Donc, il y avait vraiment une sélection précise qui a été faite des restaurateurs. Il y avait une vision de la ville. Alors, tout ça s'est passé très, très vite. La recommandation dont je vous parlais donc a été faite à la toute fin mars et déjà le 20 juin, les 27 camions étaient en opération sur 9 sites de l'arrondissement Ville-Marie. Donc, c'était entre 7h et 22h. Le projet pilote devait se terminer là, à la toute fin septembre et il a récemment été prolongé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Jusqu'à quand pour ceux qui veulent y goûter, justement? Il nous reste du temps. Il nous reste quelques semaines jusqu'au 3 novembre. Donc, c'est jusqu'aux élections. Oui, voilà, jusqu'aux élections. C'est quelque chose comme ça. Mais il faut dire quand même, peut-être que pour que les gens à la maison là, fassent un petit peu la part des choses, la nuance, c'est qu'il existait quand même des choses, des camions, mais c'était pas de la bouffe de rue, là. Peut-être démêlez-nous ça. Oui. Donc, ce qu'on a vu depuis l'été 2011, c'est une cuisine de rue. Ce sont, pour certains, les mêmes camions, les mêmes restaurateurs, mais ils étaient présents dans le cadre d'événements spéciaux. C'est ça la différence. Oui, c'est ça. Dans le cadre de... Bon, on peut penser à Bouffon Montréal qui avait lieu dans le cadre du Festival Juste pour rire. Il y avait les premiers vendredis du mois à l'esplanade du Parc olympique. Donc, ce sont des événements spéciaux. C'était des événements spéciaux. Cette année, c'est le quotidien, c'est la vie de tous les jours. Et donc, c'est vraiment, voilà, à l'extérieur d'événements précis. Là, on va en faire un petit peu justement le bilan parce qu'il y avait des voix qui étaient réfractaires. Là, si on regarde finalement où est-ce qu'on en est maintenant, est-ce que finalement c'est bien accueilli, c'est pas bien accueilli, on en est où? Bien, il y avait des voix réfractaires, il y en a toujours eu. En 2002, l'idée de la cuisine de rue avait été très sérieusement discutée à la Ville de Montréal. Ça n'avait pas été fructueux à l'époque. En 2012, lorsqu'on ramène l'idée, il y a encore des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord, notamment les sociétés de développement économique. La plus touchée pour l'instant, celle du centre-ville, Destination Centre-ville, c'est publiquement et très clairement opposée à l'arrivée de la cuisine de rue. Bien, il y en a qui avaient peur aussi pour les restaurants qui sont déjà en place en se disant ils vont-tu payer aussi les frais associés à faire rouler un restaurant, ça coûte cher, donc c'est ça aussi. Oui, mais c'est là où on peut pour l'instant faire un bilan assez positif. C'est que la cuisine de rue, et c'est une bonne nouvelle pour Montréal cet été, ça a été bien fait, ça a été encadré. Les restaurateurs devaient avoir une cuisine de production à l'extérieur de leur camion, ce qui fait qu'ils payaient des taxes, comme un restaurateur qui a pignon sur rue. Donc, c'est pas n'importe qui pouvait s'improviser restaurateur dans la rue comme ça. Et il faut dire que l'Association des restaurateurs de rue du Québec a fait un bon travail pour encadrer tout ça. Ils ont levé des drapeaux rouges. Ils ont dit, si on fait la cuisine de rue à Montréal, on doit bien le faire. Ils l'ont fait avec respect. Donc, aujourd'hui, et vérification faite auprès de l'Association des restaurateurs du Québec, donc ceux qui représentent ceux qui ont pignon sur rue, là, on s'entend, affirme qu'il y a une place à Montréal pour la cuisine de rue. Donc, après 3 mois, c'est positif. Donc, si en plus, c'est ça se prolonge jusqu'au mois de novembre, on risque de revoir ça l'année prochaine. Peut-être des ajustements quand même, parce qu'il y a eu des commentaires. Des fois, on disait, oui, c'est bien beau, là, mais c'est parce que des fois, ta guédille au homard à 12 un tout petit morceau, c'est peut-être un peu dispendieux. C'est vrai que c'est le principal, c'est un reproche qu'on a fait. Le prix, mais c'est le choix, c'est la tangente qu'a pris la Ville de Montréal. Alors, on peut être d'accord ou pas, mais on choisit d'avoir une cuisine de rue un peu plus gastronomique. Donc, il faut, voilà. Pour vivre avec ça, il faut être prêt quand même à payer peut-être un petit peu plus cher, mais en même temps, on a quelque chose de qualité. Donc, ça va être à suivre. Puis la bonne nouvelle, bien, pour les citoyens, s'ils veulent y goûter, c'est possible de le faire. Julie Paquin, merci d'avoir été avec nous. Puis on va se revoir très bientôt. Et ça met fin à cette première émission de la nouvelle saison de Mise à jour. Merci d'avoir été là. Écrivez-nous sur Facebook. À bientôt. Au revoir.